Monsieur Marc Angenot, donc, qui va prendre la parole. Et c'est après son intervention que nous aurons une série de discussions, de conversations, je l'espère, groupées. Monsieur Angenot vient de la belle province, comme on dit, et surtout de l'université McGill à Montréal, où il a enseigné pendant un certain nombre d'années, de longues années. Il est l'auteur d'un grand nombre d'ouvrages, dont un est particulièrement important pour notre propos d'aujourd'hui, puisqu'il s'intitule « L'histoire des idées ». Je crois, crains, espère et d'une certaine façon redoute qu'il ne circule sur la toile, bien qu'il ait paru aux presses universitaires de Liège, normalement. Oui, oui. Mais je crois en avoir vu des bouts sur la toile. Bon. Des bouts? Des bouts. Enfin, c'est... Oui, bon, ça... C'est une somme, et dans la bouche d'un médiéviste, c'est un compliment. Donc, voilà, bon, écoutez, on ne peut pas empêcher cela, mais en tout cas, je vous invite à l'écouter d'abord, à le lire ensuite. Bien, je vous remercie d'être parmi nous, et je vous donne la parole. Donc. Je vous remercie. Il y a un avantage certain à ne disposer que de 30 minutes, et c'est de 30 minutes que je ferai usage, et pas plus. On se voit tenu d'aller à ce qu'on juge l'essentiel, à ne marteler qu'une idée fondamentale et à mettre carte sur table, et c'est ce que je vais faire. En effet, dans mon étude parue il y a 1 an et demi, l'histoire des idées, je pars d'un constat qui justifiait, au moins par défaut, mon entreprise, la quasi-absence en langue française de travaux de problématisation, de typologie, de confrontation des méthodes et de présupposés, de discussion des enjeux, de théorisation et de synthèse de cette chose, histoire des idées, discipline dont on peut dire que d'une certaine manière, elle n'existe pas vraiment parce que sans identification stable ni statut académique en France et, quoique dans une moindre mesure, dans toute la francophonie. L'histoire des idées en France, ce n'est pas une discipline académique avec pignon sur rue et une plaque de cuivre sur la porte, c'est une sorte de terrain vague où on aperçoit des passants, des squatters et des occupants sans titre. François Doss est allé jusqu'à écrire plaisamment qu'en France, l'histoire des idées vous condamne à l'indignité nationale. Au contraire de cet ostracisme qui est très apparent dans le monde francophone, l'histoire des idées bénéficie, vous le savez, et on vient de nous le rappeler, d'une place reconnue et d'une pleine légitimité académique, en tout cas dans le monde anglo-saxon et germanique. Ça ne veut pas du tout dire que la chose n'existe pas en France, si on se met d'accord sur une définition par-delà les conventions et les étiquetages. Beaucoup de chercheurs, connus et moins connus, relève indubitablement, à mon sens, à tout le moins, et au sens que je vais lui donner, de l'histoire des idées, mais ils relèvent ou ont relevé académiquement de disciplines diverses et sont rarement identifiés comme tels, rarement rapprochés comme formant un tout de problématiques et de conceptualisation à confronter, encore moins une communauté disciplinaire dont les membres seraient censés dialoguer entre eux, comme s'il était tolérable de faire de l'histoire des idées, mais pas de le revendiquer trop clairement ni trop haut. On rencontrerait ainsi, je vais citer quelques noms à tout hasard, des historiens, des politologues, des gens des sciences sociales, des philosophes, des littéraires, des philologues et des linguistes. Ils naviguent sous plusieurs pavillons de complaisance et ont recours à des outils notionnels hétérogènes poursuivant des problématiques non seulement divergentes, mais recourant à des langages conceptuels qui se traduisent mal entre eux. Les universitaires qui, dans l'Hexagone, font de l'histoire des idées ne l'identifient généralement pas sous ce nom. On la rencontre déguisée ou étiquetée sous d'autres qualifications. Analyse du discours pour les chercheurs qui s'efforcent de marier sciences du langage et critique sociale et politique, histoire des idéologies pour les politologues, histoire culturelle pour justement ceux qui, comme Pascal Horry, se réclament de cette catégorie très accueillante, histoire des représentations,
archéologie du savoir pour les disciples de Michel Foucault et médiologie pour les disciples de Régis Debray, s'il en a. Alors, un sens précis donc à idée, je vous propose pour les fins de notre discussion une idée comme une thèse et son argumentaire. Les lexicographes ont peine à conférer à l'idée une définition englobante et un sens opératoire. Une idée est un ensemble censé cohérent. Mais justement, le sentiment de cohérence et ses critères ont eux-mêmes une histoire. Un ensemble de propositions prédiquant un sujet logique, c'est-à-dire un mot ou un syntagme qui dénomme. Et c'est pourquoi on parle justement de ce syntagme. En général, on dit l'idée de progrès, l'idée de nature, l'idée de bonheur, etc. Une idée, donc, pourrait se ramener à une thèse ou un court faisceau de thèses connexes et co-étayées, accompagné de son argumentaire, c'est-à-dire d'un nombre fini d'arguments récurrents et d'exemplats qui les soutiennent en moyenne durée. Ainsi, l'idée de nature a été à travers les siècles étudiée par Robin Collingwood, qui est le fondateur anglais de l'histoire des idées dans The Idea of Nature. Il s'agissait de retracer l'idée, ou plutôt les idées successives de la nature, des Grecs et des Romains à Bacon, Kepler, Spinoza, Newton, Leibniz, pour aboutir à la physique et la vision du cosmos du XXe siècle. Les historiens qu'on peut appeler classiques ont eu pour fort, ou peut-être on pourrait dire pour faible, de vouloir travailler dans la longue durée sur les idées les plus confuses et les plus polysémiques, les plus protéiformes, l'égalité, le bonheur, la nature, la grande chaîne des êtres, la Scala Naturae de Lovejoy, le bon sauvage de Terry Ellingson, l'enfer, Walker, tant qu'à faire le paradis, le purgatoire, Marc Bloch, Jean Delumeau, le bonheur, Robert Mozy, plusieurs autres, la sorcellerie qui a occupé les historiens français, Robert Mandreau, Robert Muchamblet, bien d'autres, la raison d'État chez Meinecke, la folie et la prison, Foucault, la solidarité, Marie-Claude Blais, les races, Banton, Pierre-André Taguieff, les barbares, Roger-Paul Droit, le progrès, Taguieff et une bonne douzaine d'autres, la conspiration criminelle. Bon, ce n'est pas le nom qui fait l'idée, on le comprend très bien, c'est la croyance collective investie dans une argumentation qui répond sensément à certaines questions fondamentales de l'homme en société. D'où venons-vous, nous, qui sommes-nous et où allons-nous? Alors je pourrais reformuler maintenant l'objet de l'histoire des idées. Cet objet, c'est l'histoire et l'étude des idées qui ont été crues, qui ont servi à légitimer des institutions, des mœurs et des programmes, à procurer des projets et à inciter à agir collectivement dans un sens déterminé. Les idées qu'on étudie ne sont pas des fantaisies individuelles ou des spéculations privées ou des méditations in petto, ce sont des idées qui furent crues dans et par la société et légitimées à travers ses instances. Les idées que retiennent l'historien sont donc des idées qui furent crues révélées, crues vraies, crues évidentes, crues démontrées, crues intéressantes, profondes, crues universelles et éternelles, et pourtant, dont le cours de l'histoire montre, et il est peu de leçons aussi constantes de l'histoire, laquelle démontre très bien certaines choses, du moins à contrario, dont le cours de l'histoire démontre qu'un jour ou l'autre, ces idées ont cessé de l'être. En ce sens, on peut dire, en prenant le sujet logique pour équivalent de l'idée, ce qui est un pur raccourci, que le contrat social est une idée, que la perfectibilité indéfinie de Condorcet en est une autre, et l'historien, c'est son péché mignon, va y chercher des précurseurs à cette idée, que la loi des trois États développée par Auguste Comte positiviste en est une autre encore, connexe des précédentes, et de même le passage du règne de la nécessité au règne de la liberté chez Engels. Ce sont des dénominations synthétiques que l'on peut déployer en un faisceau de propositions soutenues par des argumentations qui sont, ou plutôt qui furent, crédibles et persuasives. L'historien tend alors à assigner à l'idée un point de départ et en décrire la portée et les avatars sous la moyenne et longue durée. Ainsi, de la proposition fameuse, parce qu'inouïe en son temps de Vico, l'esprit humain ne connaît d'autre réalité que l'histoire parce qu'il l'a fait, proposition qui hante précisément depuis la Scienza Nova la pensée historiciste jusqu'à nous.
Et donc, en effet, je vais essayer de connecter maintenant les deux domaines dans quoi j'ai travaillé au cours des 30 ou 40 dernières années, histoire de l'argumentation et des logiques persuasives. J'aborde la rhétorique de l'argumentation comme l'étude strictement de phénomènes historiques et sociaux. J'étudie la rhétorique non comme un intemporel art de persuader par le discours, mais comme une approche qu'il y a lieu d'inscrire au cœur de l'histoire intellectuelle, politique et culturelle. Une idée n'est jamais qu'historique. On ne peut avoir n'importe quelle idée, croyance, conviction, opinion, entretenir n'importe quel programme de vérité à n'importe quelle époque. À chaque époque, l'offre est limitée à un faisceau, avec des prédominances et des émergences. Les esprits audacieux le sont encore à la manière de leur temps, bien qu'ils soient des plus intéressants, non de juger des idées, d'évaluer du haut de notre transitoire état de conviction acceptable et de valeur établie, mais d'explorer ce qui formait les limites du pensable à une époque donnée. Il n'y a certainement pas un mystérieux Zeitgeist, il n'y a pas un esprit de l'époque qui orchestrerait les pensées et imprégnerait tous les esprits, mais il s'établit en tout temps des limites au pensable qui sont aussi des limites aux dissibles et aux concevables et aux raisonnables, qui sont des limites invisibles, c'est-à-dire imperceptibles aux gens par la nature des choses, aux gens qui sont dedans. C'est cette limitation inhérente à la production discursive que Foucault désignait comme la rareté. Tout n'est jamais en tout temps ni dissible ni concevable. Chaque ensemble discursif inscrit dans la durée est soumis à des contraintes limitatives et raréfractrices, notamment quand ce qui touche aux règles admissibles du passage d'une idée, ou parler plus concrètement d'une proposition à une autre. L'ensemble formé par une idée prédominante à un moment donné n'est pas plénitude et richesse infinie, il est formé de contraintes anthropiques avec une marge de variation. Ce que j'ai désigné comme établissant à un moment donné et en un secteur donné le dissible et le pensable, au-delà duquel on ne peut pas apercevoir, sinon par anachronisme, le noch nicht Gesagtes, c'est-à-dire le pas encore dit, pour transposer Ernst Bloch. Donc la démarche que j'esquisse en 2-3 minutes n'est pas du tout, pour moi en tout cas, un programme de recherche parmi d'autres. Elle est, à mon sens, établie au cœur de toute réflexion historique et culturelle. Il est particulièrement révélateur pour l'étude des sociétés, de leurs contradictions et de ce qu'on appelle leur évolution, d'étudier les formes du persuasible et du convaincant, les genres et les topoi, les lieux au sens d'Aristote, qui s'y légitiment, y circulent, s'y concurrencent, y émergent et se dévaluent et disparaissent. Je répète donc ma thèse, il n'y a pas d'analyse des discours en société, d'analyse des idéologies, des systèmes d'idées d'aujourd'hui, de jadis ou de naguère, sans prise en considération des argumentations, c'est-à-dire des tactiques persuasives qui les étayent et en assurent la crédibilité en un moment donné. Et il y a certainement des récits aussi dans les soubassements des idées, mais ces récits relèvent de la parabole et de l'exemplum, c'est-à-dire du persuasif par induction. Et vous pourriez tomber, en effet, aimablement d'accord avec moi sur tout ceci, mais il n'est pas vrai que la plupart des spécialistes des sciences historiques et sociales, s'ils en font jamais le constat, se donnent les moyens descriptifs et herméneutiques qui seraient appropriés pour en rendre raison. Une histoire dialectique et rhétorique, telle que je l'envisage, est alors l'étude de la variation diachronique, historique, des types d'argumentation persuasive, des moyens de preuve et des méthodes de persuasion. Rien ne me semble plus spécifique aux groupes sociaux, aux familles idéologiques et aux champs institutionnels et professionnels que l'argumentable qui y prédomine. Une telle histoire du raisonnable et des enchaînements persuasifs acceptés et efficaces est à peine ébauchée, ou plus exactement, il en existe bien des éléments sous un vocabulaire disparate chez divers chercheurs, mais nulle synthèse.
Que les idées soient des faits argumentatifs et rhétoriques a pour corrélat heuristique que, dans tout état de société, elles se fixent en un nombre fini et court de schémas récurrents et de règles de combinaison, ensemble qui est maîtrisable et dont on peut repérer les variations en diachronie. Et je donne en effet à rationnel, ou pour mieux dire à raisonnable dans ce contexte, un sens historiciste. Le terme se rapporte à l'ensemble des schémas persuasifs qui ont été acceptés quelque part en un temps donné ou qui sont acceptés en tel et tel milieu, dans telle et telle sodalité politique par exemple, comme sagaces et convaincants, alors même qu'ils étaient tenus pour faibles, sophistiques, aberrants en d'autres cultures, d'autres milieux ou d'autres temps. Sodalité est un mot vieilli qui a été exhumé naguère par Maxime Rodinson. Eugène Dupréel, qui était le maître de Chaim Perelman à Bruxelles, avait introduit jadis le concept de groupe à base de persuasion. Au contraire des communautés naturelles comme la famille, le village, le quartier, le sociologue et l'historien doivent isoler une catégorie de communautés dont la cohésion est exclusivement rhétorique, comme le sont les familles intellectuelles, qui sont les familles des Atrides en général, les familles intellectuelles, les mouvements politiques, les écoles littéraires et philosophiques. Et en effet, la rhétorique est un mécanisme à engendrer des communautés de croyances, à les enfermer en des connivences, on peut dire avec Régis Debray, des communions, susceptibles de résister indéfiniment aux objections extérieures et d'intimider les réticents intérieurs. Une idée répétée et confessée procure de l'identité, de la communion. Elle permet de se positionner face à des adversaires et de reconnaître les siens. Ce sont des choses fonctionnelles, elles sont parfois vitales, qui n'ont guère à voir avec la foi du charbonnier. La peur d'oser concevoir une objection à la ligne, objection qui sera tenue pour un reniement, la peur de passer pour un renégat, tel a été dans les idéologies totales du XXe siècle l'instrument psychagogique efficace de refoulement des doutes et la raison de ces conformismes idéologiques perpétués et de ces fidélités de toute une vie à des convictions que l'on n'avait plus vraiment. Et c'est ici que j'introduirai la notion d'arsenal. Il convient de reconstituer ce que je vais désigner comme les arsenaux argumentatifs propres à une époque, à un milieu ou à une communauté de cette époque et qui, justement, évoluent en s'altérant. Cette reconstitution va permettre de montrer comment l'histoire moderne a été déchiffrée, anticipée, raisonnée, comprise, comment les groupes humains se sont positionnés et ont survécu dans l'histoire en cherchant à donner du sens au cours des choses. Ce sont ces arsenaux, composés d'une liste courte et à variation lente de schémas de raisonnement persuasif ad hoc qui engendrent les idées, les idéologies, les doctrines, les systèmes intellectuels et qui, je prends les expressions courantes, les quatacrèses courantes, les soutiennent. L'analyse rhétorique permet précisément, et c'est son avantage heuristique, de réduire la diversité chatoyante des occurrences et des individualités qui se les approprient en situation à un court arsenal de moyens argumentatifs récurrents, à un immer wieder gleich, à l'éternel retour du même, disait Walter Benjamin. L'analyse rhétorique fait apparaître en moyenne durée cet éternel retour, elle fait apparaître les récurrences dans une périodicité a quo et ad quem dont il devient possible de fixer les limites. Elle permet ainsi de construire des idéals types étayés par des tendances marquées en moyenne ou en longue durée. Ceci que j'applique à l'étude des idées du passé vaut mutatis mutandis du reste pour l'analyse de la doxa de notre époque. À celui qui est immergé dans les discours de son époque, c'est-à-dire à vous et à moi, les arbres cachent la forêt. À assister aux débats acharnés en politique, aux confrontations d'esthétiques antipathiques les unes aux autres, à percevoir les spécialisations et les spécialités, les talents et les opinions diverses, la rareté des répertoires rhétoriques et la pression de l'hégémonie discursive demeurent cachées.
avant-dernier chapitre, émergence, prédominance et obsolescence. L'historien des idées est confronté constamment à l'obsolescence du convaincant et du tenu pour rationnel. Le passé est un vaste cimetière d'idées mortes, produites par des gens disparus, idées qui furent tenues, jadis ou naguère, pour convaincantes, démontrées, acquises, aussi bien que importantes, mobilisatrices, etc. Les idées dont l'historien fait l'histoire sont des idées qui ont été reçues pour crédibles, pour fondées, pour solides, et qui, au moment où il ou elle les étudie, sont dévaluées ou en voie de l'être. Des idées qui ont été tenues aussi pour innocentes ou même nobles et qui sont devenues suspectes a posteriori, ainsi de l'idée communiste vue par Furet et son école. Des idées mortes ou languissantes au moment où l'historien s'en empare, des idées qui ne sont plus que des mots, abolis bibelots d'inanité sonore. On peut sans nul doute admettre l'universalité de la raison humaine, axiome anthropologique qui n'engage guère concrètement, et se poser le genre de questions dont je fais état, qui portent non sur la pensée humaine dans son abstraction universelle, mais sur des faits discursifs et psychagogiques particuliers qui sont ipso facto des faits historiques et sociaux. L'historicité du raisonnable, la variation historique du bon sens et du sentiment d'évidence est illustrée à plusieurs reprises par mon maître Perelman dans ses réflexions de juriste. Il était essentiellement un historien, un philosophe du droit, avec le cas notamment, et facile à expliquer en 30 secondes, de l'accession des femmes au barreau en Belgique. Une jeune femme belge, docteur en droit, mademoiselle Poplin, avait demandé en 1889 son inscription au barreau et l'affaire a été évoquée à la Cour de cassation de Belgique dans la mesure où la loi était muette sur son cas. Celle-ci a jugé dans un arrêt du 11 novembre 1889 que je cite que si le législateur n'a pas exclu par une disposition formelle les femmes du barreau, c'est parce qu'il tient pour un axiome trop évident pour qu'il faille l'énoncer que le service de la justice est réservé aux hommes. Remarquez que en termes de rhétorique, c'est un raisonnement circulaire. Mais enfin, très bien. Le récit, toutefois, comme vous le savez, ne va pas s'arrêter là. Nous sommes un récit qui vit dans l'euphorie du progrès. En effet, ce qui paraissait déraisonnable en 1889, au point qu'on n'avait pas jugé nécessaire d'insérer dans la loi une clause stipulant que les femmes étaient exclues du service de la justice, s'est complètement transformé. Une loi du 7 avril 1922 a autorisé, ça ne faisait quand même que 2 générations et demie, a autorisé les femmes à prêter le serment d'avocat, et j'ajouterais que c'est aujourd'hui en Belgique leur exclusion du barreau qui paraîtrait non seulement déraisonnable, mais susceptible de poursuite. Donc c'est un bon exemple de coupure, cependant, de coupure synchronique aussi, parce que la jeune femme qui avait fait des études de droit et demandé en 1888 à s'inscrire au barreau ne partageait manifestement pas la conception du déraisonnable qui avait guidé la sentence du tribunal suprême. L'évident, l'absurde, l'insoutenable, le téméraire, disait-on au Moyen-Âge, l'aberrant, sont des catégories variables historiquement et qui polarisent en synchronie une hégémonie centrale et des marges dissidentes. Un historien américain d'avant-guerre que j'aime beaucoup, Carl L. Becker, a développé dans The Heavenly City of the 18th Century Philosophers, donc la cité de Dieu des philosophes du XVIIIe siècle, un concept intéressant mais pas limpide, c'est celui de climat d'opinion, des climats d'opinion successifs qui scanderaient l'histoire des idées et entre lesquels, unité de la raison humaine ou pas, l'incompréhension serait radicale. Carl Becker, en vue d'illustrer cette notion, analyse un passage de Thomas d'Aquin sur le droit naturel et un développement sur l'idée de monarchie chez Dante. Ce n'est pas que le lecteur moderne soit en désaccord avec ces grands esprits, ou qu'il pense autrement sur ces sujets, à supposer qu'il en pense quelque chose, c'est qu'il se trouve, dit Becker, il se trouve devant une manière de raisonner radicalement autre. Il est, somme toute,
placé devant l'impossibilité nue de penser comme cela, pour paraphraser Michel Foucault. Ce qui me gêne, écrit Becker, est qu'on ne saurait écarter Dante et saint Thomas comme des gens peu intelligents. Si leur argumentation nous est inintelligible, ce fait ne peut être attribué à un manque d'intelligence de leur part. Qu'une argumentation appelle ou non l'assentiment, suggère-t-il, ne dépend donc pas de la logique supposée intemporelle qui la soutient, mais c'était ça son mot, du climat d'opinion dans lequel elle baigne. Ce climat est défini par l'historien comme une sorte de filtre imposant à Dante et à saint Thomas un usage particulier de l'intelligence et une sorte de logique spéciale. Bon, je suis d'accord avec vous, la définition est extrêmement obscure, mais Becker avait mis le doigt sur un fait omniprésent, intrigant et négligé. Il mettait dans ce climat d'opinion allégué la croyance littérale au récit de la Genèse et une gnoséologie existentielle ad hoc, l'existence étant conçue par l'homme médiéval comme un drame cosmique composé par un dramaturge suprême, suivant une intrigue centrale et un plan rationnel. Mais tout simplement, qu'en est-il de la raison et de la logique si elles sont radicalement altérées par des climats successifs qui sont inintelligibles les uns ou les autres? Thomas d'Aquin ne peut ni nous persuader, ni être réfuté par nous, constate Becker, car il est devenu rationnellement intraduisible. Rationnellement intraduisible, ce n'est même pas qu'on puisse juger ces démonstrations comme fragiles ou spécieuses, elles sont simplement inintelligibles au regard de ce que nous considérons pour rationnel. Le one thing, je ne vais pas vous citer en anglais, la seule chose que nous ne pouvons pas faire avec la Summa de Thomas d'Aquin est de rencontrer ces arguments sur leur propre terrain. Nous ne pouvons ni y adhérer ni les réfuter. Ces conclusions ne nous paraissent ni vraies ni fausses, mais simplement à côté de la plaque. Enfin, je traduis irrelevant. Bon. Moins l'un de nous, vers la fin du XIXe siècle, qui a été pendant de nombreuses années mon domaine de prédilection, les argumentations qui soutiennent la nosographie de l'hystérie selon l'école de Charcot, qui ailleurs démontrent la mission historique du prolétariat chez Jules Guesde, qui permettent de conjecturer les caractères de l'insaisissable missing link, le chaînon manquant en paléontologie humaine, toutes ces argumentations ne commencent pas moins à nous offrir à l'examen une certaine étrangeté avec le recul de plus d'un siècle. Or, ce qui doit surtout intéresser le chercheur, à mon sens, ce n'est pas tellement l'idée centrale comme telle, qui est certainement dévaluée, ce sont les raisonnements et les exemples, les faits allégués, confrontés et interprétés qui sont tissus autour d'elle. L'imputation d'irrationalité est trop facilement appliquée au passé cognitif. C'est stérile. L'alchimie, l'astrologie, la géomancie, la phrénologie de Gall et la physiognomonie de Lavater sont certainement des sciences dévaluées dont les présupposés et les démarches sont fréquemment jugés par nous comme irrationnels de bout en bout, mais enfin, de leur temps, il me faut bien avouer qu'ils ne l'étaient pas du tout, et pour ce qu'on appelle de bons esprits. Que les raisonnements du passé ne nous paraissent plus rationnels ne permet pas de les écarter sans en scruter la logique, car il n'est pas raisonnable de penser que le présent soit le juge ultime du passé, et il n'est pas indifférent de voir que dans le passé, certaines idées, certaines thèses aient découlé d'un effort soutenu de rationalisation et de démonstration, alors même que ces raisonnements nous sont devenus incompréhensibles. Je ne donne alors, ainsi que je l'ai suggéré il y a 2-3 minutes, à rationnel qu'un sens historique, c'est l'ensemble des schémas argumentatifs et des démarches persuasives qui ont été acceptés quelque part et en un temps donné par des gens que la société jugeait sagaces et raisonnables. Je terminerai en parlant et en essayant d'évoquer l'idée de coexistence dans une même société de multiples logiques argumentatives. Dans mon traité de rhétorique antilogique, dialogue de sourds, j'ai développé la description contrastée de 4 grandes logiques concurrentes qui s'affronteraient au cours des 2 siècles de la modernité. 4 grands types de communautés rhétoriques appréhendés au cours de mes études de la pensée politique et sociale des 2 derniers siècles, qui du reste ont été identifiés par toutes sortes de chercheurs
très divers de formation et de préoccupation, et avec des mots différents. Pour moi, ces types forment des idiosyncrasies argumentatives qui ont été accompagnés et sont encore accompagnés du sentiment non moins attesté au dehors qu'on se trouve en face de manières de penser spécieuses, illogiques, menant à des conclusions tronquées ou absurdes et qui ne sont susceptibles que de prêcher des convaincus. Quoique je me sois heurté donc très souvent en travaillant sur le XIXe siècle et sur le siècle passé à ces divergences et à ces incompatibilités logiques, et quoique je vois la plupart des historiens des idées s'y heurter à leur tour, mais sans creuser le problème à tout coup, je ne prétends pas que les 4 catégories que j'ai construites, la rhétorique réactionnaire avec le paradigme d'Albert O. Hirschman, tant soit peu amendé, la pensée conspiratoire articulée à la logique du ressentiment, la logique immanentiste instrumentale et la raison que j'ai désignée comme utopico-gnostique, enfin peu importe les étiquettes, je ne prétends pas qu'elles épuisent les formes possibles de pentes divergentes de raisonnement. Ces 4 logiques constituent cependant, à mon sens, dans l'histoire moderne, dans celle des 2 siècles de la modernité, les formes prédominantes, résurgentes, les plus continuellement polarisées. C'est pourquoi je terminerai en évoquant ceci comme une démarche ou comme une approche complémentaire. Je terminerai en disant que l'histoire des idées est inséparablement une histoire des controverses interminables, notamment entre tenants de ces logiques incompatibles. La vie intellectuelle française, non moins que la britannique et l'allemande, rassurons-nous, la vie intellectuelle française est scandée par de vives et amères controverses qui sont souvent à l'origine savante et qui débouchent sur la sphère publique, des querelles successives qui polarisent à tout coup le monde intellectuel français en 2 camps. Une des questions qu'il faudrait se poser, c'est justement pourquoi 2 camps et qu'est-ce qu'on fait avec les tiers exclus, qui sont généralement en train de râler que la question est mal posée par les 2 camps et qui forment donc une 3e position encore plus frustrée que les précédentes. Donc ces querelles, en effet, non seulement changent d'une génération à l'autre, comme la querelle des nouveaux réactionnaires qui dure en fait en France depuis un demi-siècle, depuis les nouveaux philosophes. Donc, c'est vrai, les 2 camps changent, la répartition est chaque fois différente, le personnel change, parce qu'il y en a qui meurent et d'autres qui apparaissent, mais ils creusent chaque fois des sillons qui sont déjà tracés, et donc avivent des plaies qui étaient déjà purulentes. Ce sont des querelles qui s'engagent et se terminent dans l'incompréhension réciproque et l'indignation morale. L'indignation morale qui se réduisent en effet à des dialogues de sourds, car nous savons que les raisonnements des autres, quand ils nous paraissent absurdes, nous paraissent aussi moralement blâmables en général. Donc il fallait constater jusqu'à tout récemment l'absence en langue française de travaux, de problématisation, de discussion des enjeux et de théorisation de cette histoire des controverses intellectuelles et des polémiques publiques. L'apologie de la polémique de Ruth Amossi, mais elle est professeure à Tel Aviv, vient heureusement combler en partie cette lacune, mais une fois encore, l'histoire des controverses demeure limitée à quelques bons échantillons en français. Elle forme au contraire un secteur de l'histoire intellectuelle particulièrement développé et académiquement identifié en domaine allemand. Il a fallu du reste que ce soit un chercheur suisse alémanique, Jürg Hartweg, qui esquisse avec érudition une histoire des polémiques entre lettrés en France du XVIIIe siècle à la fin du XXe dans un livre qu'il avait intitulé « Republik des Geistes » et que les Français ont traduit fort bien par « Querelle de Français ». Alors, dans un essai d'hommage au théoricien de la nouvelle rhétorique, Chaim Perlman, Pierre-André Taguieff a proposé un correctif à la rhétorique consensuelle qui a été celle du philosophe bruxellois, en mettant de l'avant un aspect absolument inhérent à tout échange argumentatif, les éléments, dit-il, de ce que j'appellerais une polémologie discursive. Taguieff, qui se revendique expressément comme historien des idées, c'est le moment d'un coup de chapeau parce que ce n'est pas fréquent, retient la polémicité parmi les traits par lesquels l'argumentation rhétorique
se distingue de la démonstration logique. Or, je n'ai pas cessé de travailler dans ce sens, et ce n'est pas par hasard que ce sont des historiens des idées qui se rencontrent pour mettre de l'avant ce critère. Toute histoire des idées fait apparaître continuellement des affrontements de thèses irréconciliables, des dialogues de sourds, des controverses interminables entre des positions défendues bec et ongle. Donc, mon exposé va s'achever dans un instant abruptement sur l'esquisse de ces perspectives de méthode qui ont en effet inspiré plusieurs de mes livres, depuis la parole pamphlétaire jusqu'à la querelle des nouveaux réactionnaires et la critique des Lumières. Un dernier mot toutefois, je le concède, l'histoire des idées ne peut que demeurer un programme disciplinaire peu discipliné. Procurer une méthodologie unifiée à l'histoire des idées est une mission impossible, entreprise impossible de fabriquer une sorte de méthode syncrétique en confondant et en mixant les démarches de Raymond Aron, de Michel Foucault, de Régis Debray avec celles de T.F. Sternel et de Pierre-André Taguieff, sans parler de mes références et de mes admirations éclectiques hors de la France à Arthur Lovejoy, à Isaiah Berlin, à Quentin Skinner, à Eric Voegelin, Hans Blumenberg, Reinhard Koselleck. À quoi bon essayer de tirer une problématique unique et une méthode unifiée de vivants et de morts qui sont incapables de s'entendre sur des principes élémentaires et dont les conceptualisations et les conclusions, surtout dans le domaine de la pensée politique, demeureront en conflit insurmontable. Voilà, je vous remercie.